Digital Congo, la télévision numérique. Dès le début de ce journal, le focus est sur cette grande rencontre ce soir entre la RDC et l'Algérie dans le cadre de ces huitièmes de finale qui a contraint les deux parties à aller jusqu'aux prolongations. Hausse des cas de violences sexuelles dans l'Est de la République démocratique du Congo. Un rapport de l'UNICEF à ce sujet est alarmant. Pour Maître Ndikoulou Yana, avocat au barreau de Kinshasa Matete, œuvrant dans les structures d'accompagnement des victimes de violences sexuelles, les reculs dans la mobilisation fait défaut. Dans ce journal également, on fait le point sur la situation au Venezuela dont le président Nicolás Maduro, capturé par les USA, a comparu hier pour la première fois. Cette action est perçue par certains analystes comme une violation du droit international par le professeur Yvon Mouya, docteur en études des conflits de l'université Saint-Paul d'Ottawa, qui est en ligne avec nous. Dès le début de ce journal, le focus est sur... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du journal sur Digital Congo pour vous informer. La RDC désillusionnée en dernière minute dans le match qu'il opposait à l'Algérie dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Fin de l'histoire de la RDC dans cette compétition. Après les prolongations, l'unique but de la rencontre, l'unique but des Algériens est arrivé 2 minutes avant la fin du match. On imagine que les supporters de la RDC sont frustrés après ceci, malgré les efforts de l'équipe nationale. On va y revenir dans nos prochaines éditions. Tout à fait autre chose. Le nombre de cas de violences sexuelles en RDC a fortement augmenté. C'est ce que souligne un rapport de l'UNICEF qui l'attribue notamment à l'insécurité toujours dramatique dans l'est du pays, une situation qui n'épargne aucune province. Si ces violences s'aggravent, c'est aussi à cause du recul dans la sensibilisation. Et c'est ce que rapporte Maître Ndikoulou Yana, avocat au barreau de Kinshasa Matete, œuvrant dans les structures d'accompagnement des victimes des violences sexuelles. Il a été interrogé par John Zati et Gabriel Missidi. Nous sommes en train de penser que d'une part, il y a eu un certain recul de la répression des violences sexuelles, parce que lorsque la loi sur les violences sexuelles a été mise en place il y a presque 20 ans, donc c'était en 2006, donc nous sommes à 18 ans de la mise en place, il y a eu beaucoup de sensibilisation, il y a eu une grande formation du personnel judiciaire et parajudiciaire, enfin, et même une sensibilisation par les ONG afin de sensibiliser la population, parce que nous étions déjà victimes de cela depuis très longtemps. Donc la sensibilisation a été extrêmement accrue à l'époque. Donc l'information à l'époque a permis de pouvoir diminuer un peu les phénomènes par rapport au consentement des jeunes filles et tout ça, violence faite à la femme et tout ça. Donc, mais après, le phénomène est retombé un peu et c'est ce qui fait que sans information, et ça aussi, une répression qui est suivie de tous ces actes-là, que le phénomène puisse aussi remonter un peu à la surface. Mais aussi, il faut dire que statistiquement, il y a aussi une question des statistiques. Je suis en train de penser que
les ONG qui ont été formées documentent mieux ces phénomènes-là que dans les années passées. Et ça fait que quand vous prenez comment dirais-je, toute la conjonction de tous ces états-là, on se retrouve avec des statistiques qui peuvent donner l'impression d'une certaine inflation. Parce que si l'information n'était pas bien relevée les années passées et que l'information est mieux relevée, en réalité, on est en train d'analyser ou de mettre en lumière une information qui était cachée, mais qui est mieux relevée aujourd'hui. Donc, c'est tous ces aspects, pour ne pas être trop alarmiste, qu'il faut faire considérer la manière dont aujourd'hui les ONG qui ont été formées documentent la situation de viol. Et dans la province de l'Ituri, le constat est alarmant sur le plan de statistiques. Les enfants orphelins, plus particulièrement les filles, sont exposés aux violences de plusieurs genres. Cette situation s'est aggravée avec le conflit armé dans la région. Je vous propose de suivre Jean-Marc Mazio, chef de division provinciale genre famille et enfants en Ituri, extrait sélectionné par Vérité Johnson, notre permanent dans la région. Donc, moi, je pense que les rapports de l'UNICEF viennent tout simplement, à ce qui concerne l'Ituri, les rapports de l'UNICEF viennent seulement renforcer les informations que nous avons à notre disposition. Comme vous le savez, au niveau du ministère du genre, nous avons la responsabilité, nous avons ce qu'on appelle la base de données nationale officielle de VBG, violence basée sur le genre, qui intègre aussi les aspects des enfants. Je vais vous donner, si nous nous basons sur les données statistiques de 2025, quand je prends seulement de janvier au mois d'octobre, nous étions déjà dans 27 000 cas de violences basées sur le genre. Et si je vais maintenant jusque décembre, bien qu'on n'a pas encore tout compilé, nous serons au-delà de 30 000. Et maintenant, quand vous entrez dans les typologies de ces VBG, il y a les viols ou violences sexuelles, donc je peux dire viol qui prend le niveau le plus supérieur. Mais quand maintenant vous rentrez dans le profil des victimes, des survivants, des survivantes, des gens qui ont subi ces problèmes de viol, la majorité est constituée de personnes de moins de 18 ans. De moins de 18 ans. Et quand vous considérez maintenant les 100% de ces personnes de moins de 18 ans, vous allez voir 92%. Est-ce qu'il faut parler d'augmentation? Est-ce qu'il faut parler nécessairement d'augmentation? Je ne sais pas. Mais je vais vous parler d'un constant. En 2024, l'Ituri, nous avons rapporté dans notre base de données au niveau de la division, c'était environ 14 000. Mais 2025, aujourd'hui, nous allons déjà dans 30 000, ça a doublé. Donc si je vois ça, il y a lieu de confirmer que non, il y a augmentation en termes d'ampleur. Continue à parler des enfants puisque l'univers commémore ce 6 janvier la journée mondiale des orphelins de guerre, une date symbolique pour attirer l'attention sur ces millions d'enfants qui ont perdu leurs parents dans des conflits armés à travers le monde, en RDC notamment, dans des zones touchées par les affrontements dans l'est du pays. Ces enfants vivent dans des conditions extrêmement précaires, soit sans encadrement, sans accès à l'éducation stable et parfois même enrôlés de force à l'armée. On voit cela avec Josaphat Ngoma. Ils sont de milliers, parfois oubliés, souvent livrés à eux-mêmes. Les orphelins de guerre sont au cœur de la journée mondiale célébrée ce 6 janvier 2025. Une occasion de rappeler la souffrance silencieuse de ces enfants dont la vie a basculé à cause des conflits armés. En République démocratique du Congo, notamment dans les zones touchées par les affrontements à l'est du pays, ces enfants vivent dans des conditions extrêmement précaires. Sans encadrement, sans accès à une éducation stable, parfois même enrôlés de force dans des groupes armés. Ils ont vu leur avenir être compromis. Malgré les efforts des décideurs, la situation est loin de s'améliorer, d'où cet appel. Cette journée est l'occasion pour le gouvernement, les ONG et les citoyens d'unir leurs efforts pour offrir à ces enfants un avenir plus digne, loin des traumatismes de la guerre.
Et il faut dire qu'ils sont nombreux, ces enfants qui ont perdu leurs parents suite à la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Parmi eux, les dépendants des militaires qui mènent une vie pénible à Beni suite à l'activisme des ADF et du M23 AFC soutenu par le Rwanda. Suivez ici Serge Liwela de l'association des enfants des militaires au front revenir sur ces faits au micro de Mervedi Calmer. En fait, vous savez, quand quelqu'un a tout perdu, il n'a pas d'autre moyen pour survivre. Il doit faire tout ce qui lui arrive pour survivre. D'autres, au moment que je vous parle ici, se livrent à vendre leur corps pour avoir quelque chose. Donc, on abuse à eux. Donc, vous allez voir une fille de 13 à 14 ans déjà en train de courir avec les hommes pour chercher quoi manger. À part ça, d'autres aussi sont exploités économiquement. Donc, vous pouvez sortir seulement ici à l'extérieur, être seulement à la route, voir combien d'enfants sont en train de chercher, de passer avec des effets pour vendre, pour être exploités économiquement, pour seulement survivre. Et ces enfants-là sont exploités même dans des QG, sont exploités même pour l'exploitation des minéraux, exploités dans toutes choses. Donc ils sont manipulables. Certains même entrent dans des groupes armés. Mais actuellement, on sait déjà quelques enfants que nous, on connaît, qu'on a identifiés, qui sont déjà dans des groupes armés en train de faire tout ce que les groupes armés peuvent faire. Les gouvernements, normalement, devraient regarder dans ces programmes parce que nous avons appris qu'il y a des programmes qui ont déjà prévu aider telle catégorie déjà des personnes. Par exemple, je peux citer les Fonds nationaux de promotion et des services sociaux. Dans ce plan opérationnel de 2024-2028, il a déjà prévu d'aider les gens qui peuvent être des victimes des guerres. Il y en a plusieurs autres prévisions qui sont là au niveau de Kinshasa que nous, ici sur le terrain, on ne sait pas si ça veut dire quoi. On attend même des choses qu'on dit, des efforts de guerre, car ici, les victimes ici des guerres, ils ne comprennent pas ce que signifie effort de guerre parce qu'on ne voit absolument rien qui s'est fait pour aider les victimes réelles des guerres. Et il faut dire que les textes relatifs à cette journée insistent sur le fait que les enfants ont le droit d'être protégés dans toutes les circonstances et de vivre dans un environnement pacifique, même si les adultes n'ont pas été capables de régler leurs conflits de façon intelligente. On va aussi parler de ce coup de force au Venezuela par les USA jusqu'à arrêter le président Nicolas Maduro. Cette action est perçue par certains analystes comme une violation du droit international par bon nombre d'observateurs donc internationaux. C'est aussi le point de vue partagé par le professeur Yvon Mouya, docteur en études des conflits de l'Université Saint-Paul d'Ottawa, qui est en ligne avec nous. Bonsoir. Professeur, pensez-vous que les États-Unis ont franchi la ligne rouge, comme l'a souligné l'ONU? J'aborde ce dossier du Venezuela et des États-Unis non en tant que juriste, mais comme spécialiste des conflits et observateur des comportements des acteurs des conflits en relations internationales. Les juristes le feront sans doute mieux que moi. Alors, cela étant dit, il faut savoir que, au regard du droit international, l'opération des États-Unis au Venezuela constitue très probablement une violation de la Charte des Nations Unies. L'article 2, alinéa 4 de cette charte interdit très clairement le recours à la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un État. Il y a évidemment des exceptions, la légitime défense ou le cas où un État intervenant bénéficie d'un mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. On n'est pas dans ces deux scénarios. L'ONU, d'ailleurs, a réagi en qualifiant de ligne rouge du droit international franchi l'action américaine à Caracas. Mais au-delà de cette dimension juridique, il faut savoir que cette affaire révèle une réalité structurelle des relations internationales, à savoir que la souveraineté et le droit international deviennent subitement relatifs
dès que les intérêts des grandes puissances sont engagés. La logique des puissances prime sur la logique juridique et dans ce cas, même un chef d'État comme Nicolas Maduro se trouve pleinement sans protection face à la logique de la force. Et justement, professeur, au regard de cette situation, comment pouvons-nous interpréter alors le comportement de grandes puissances dans la pacification de l'Est du pays? Ce constat d'ailleurs ne nous est pas inconnu, nous Congolais, depuis près de 30 ans. La RDC subit des agressions répétées du Rwanda, documentées par des rapports onusiens successifs, sans que le droit international ne parvienne à produire un effet contraignant ou dissuasif contre Kigali. Les violations de notre souveraineté, les soutiens à des groupes armés, les incursions militaires, tout cela est connu, établi par l'ONU, dénoncé par les Nations Unies, mais jamais sanctionné. Donc pendant 3 décennies, le droit international n'a pas suffi à protéger la RDC ni à empêcher la répétition des mêmes schémas de violence dans l'Est du pays. Il a fallu attendre que ces mêmes États-Unis qui aujourd'hui mènent une opération extraterritoriale controversée, décident de faire évoluer leur position pour que le dossier congolais commence enfin à bouger. Donc cela illustre parfaitement le fait que ce droit international fonctionne de façon illégale. Le professeur Sam Bokolombe, d'ailleurs, l'a bien décrit sur les réseaux sociaux en parlant de droit international chimérique. Cela ne veut pas dire que ce droit n'existe pas. Cela met simplement en lumière son incapacité à contraindre les acteurs les plus puissants, comme les États-Unis, comme la Russie, comme Israël, à protéger les États les plus vulnérables. L'affaire Maduro, comme la situation chez nous en RDC depuis 30 ans, montre que le droit international est souvent un langage normatif sans force d'exécution, dépendant donc des rapports des puissances plus que des principes eux-mêmes. Donc, Justement, merci beaucoup, professeur Mouya. Je rappelle que vous êtes docteur en études des conflits de l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Merci beaucoup. On va maintenant prendre ce communiqué officiel qui nous vient du cabinet du président de la République qui alerte sur des faits graves et récurrents d'usurpation de l'identité de la fonction d'Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet du président de la République. Suivez donc ce communiqué. Le directeur de cabinet du président de la République, M. Anthony Kinzo Kamole, informe l'opinion nationale et internationale qu'il a été porté à sa connaissance de faits graves et récurrents d'usurpation de son identité et de sa fonction. En effet, des individus mal intentionnés et non encore identifiés utilisent des numéros de téléphone ne lui appartenant pas pour passer des appels ou envoyer des messages à des tierces, en se faisant indûment passer pour lui dans le but d'escroquer, de tromper ou de porter atteinte à sa réputation ainsi qu'à celle des institutions de la République. Pour ce faire, le directeur de cabinet du chef de l'État appelle à la plus grande vigilance et précise que tout appel ou message émanant des numéros tels que +243 98 061 51 36 ou encore +243 81 40 22 435 est frauduleux et ne saurait en aucun cas engager sa responsabilité ni celle de son cabinet. Toute personne recevant de tels appels ou messages est invitée à les signaler immédiatement aux services compétents de sécurité ou aux autorités judiciaires. Pour toute vérification ou information officielle, seul le numéro suivant fait foi. +243 81 704 22 99. Au demeurant, le directeur de cabinet du chef de l'État se réserve le droit d'initier de poursuites judiciaires nécessaires à l'encontre des auteurs
et complice de ces actes répréhensibles conformément aux lois de la République. Fait à Kinshasa le 5 janvier 2026, Honoré Michabo Chitenge, assistant principal du directeur de cabinet du chef de l'État. On va terminer à l'international avec ce sommet de grande envergure qui réunit ce mardi à Paris, en France, 27 chefs d'État et de gouvernement d'au moins 35 pays d'Europe, ainsi que le Canada et les émissaires américains. Il s'agit d'une rencontre des volontaires européens qui discutent sur les modalités d'un cessez-le-feu en Ukraine et le soutien aux forces armées ukrainiennes. Commentaire Fifi Kouchipon. Ils sont environ 27 chefs d'État et de gouvernement et donc les représentants d'au moins 35 pays de l'Union européenne, ainsi que le Canada et les émissaires américains présents à l'Élysée. Un sommet de grande envergure réunissant à Paris en France les volontaires de l'Union européenne au cours duquel ils discutent sur les modalités d'un cessez-le-feu en Ukraine et le soutien aux forces armées ukrainiennes dans le but de bâtir une architecture robuste de sécurité, a dit Emmanuel Macron qui a reçu tous ses hôtes. Les Européens devraient se dire prêts à fournir des garanties politiquement et juridiquement contraignantes qui seront activées lorsqu'un cessez-le-feu entrera en vigueur avec la Russie selon un projet de déclaration. Ces engagements pourraient inclure l'utilisation des capacités militaires, le soutien en matière de renseignement et de logistique et l'adoption des sanctions additionnelles. En cas de cessez-le-feu, un mécanisme de vérification serait supervisé par les Américains avec la participation des membres de la coalition. Une force multinationale pour l'Ukraine, à l'étude depuis plusieurs mois, sous la houlette de la France et du Royaume-Uni, serait mise en place une fois le cessez-le-feu en vigueur pour soutenir la reconstruction des forces armées de l'Ukraine et soutenir la dissuasion face au risque des nouvelles attaques russes selon le projet. Elle s'appuierait sur une participation américaine vivement souhaitée par certains pays d'Europe, notamment en matière de renseignement et de logistique. Les États-Unis se sont également engagés à lui apporter un soutien en cas d'attaque. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Digital Congo, la télévision numérique.